La première image de vous à la télévision date de 1986, c'est l'époque de la mobilisation contre la loi Devaquet. On vous découvre sur le plateau de Michel Polac, 19 ans, déjà engagé. Avec d'autres étudiants, vous restez derrière, vous ne prenez pas encore la parole ni la lumière, mais avec votre mètre 92, on ne peut pas vous rater. Quel était celui parmi vous, parmi les étudiants, qui était avec Jérôme lorsqu'il a reçu sa grenade? Approchez-vous. Oui, alors, comment ça s'est passé? Oui. J'aimerais dire, avant de commencer tout débat, qu'on aimerait demander 1 minute de silence pour tous les blessés et le mort hier soir. Voilà. C'est cette révolte de jeunesse qui vous a donné le goût de l'engagement? Oh, j'étais déjà dans une famille très politique. On allait distribuer des tracts, coller des affiches, gamins. Mais c'est vrai que je pense que chaque génération, d'une certaine façon, a son rituel d'engagement politique. Et c'est vrai que là, la mobilisation contre la loi Devaquet, les violences policières, et évidemment la mort de Malik Oussekine, ça forge un caractère politique. C'est une image furtive, une archive de 73, un portrait de votre père Jean-Marie Le Pen qui vient de créer le Front National. Vous avez 5 ans. Viens mon chien, viens mon gentil, bonjour ma belle. Oui, 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 oui. Les chiens, doucement, 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 là ça va. Vous êtes la petite dernière avec le gros nounours dans les bras et le chandail à rayures. Et donc pour vous, une première apparition dans un reportage politique sans que vous l'ayez souhaité. Oui, c'est vrai, on a été très vite mis devant les caméras, mais c'était l'époque, hein, c'était la grande époque, enfin le début de l'époque Reagan, de l'époque où en réalité on montrait la vie de famille, en fait. Et donc tout au long de la vie politique de mon père, on a souvent fait l'objet de reportages. Mais ça, c'est effectivement la première image, avec le chien Rambo que vous ne voyez pas, mais que vous entendez. Et dans cet appartement, qui était un appartement assez modeste, hein, du 15e arrondissement dans lequel nous vivions, et qui plus tard sera le logement qui explosera. Qui sera dévasté. On vous retrouve, même si vous n'êtes pas à l'image, dans un coup de force contre une célèbre épicerie de luxe à Paris. J'y étais. Vous y étiez, oui. Au cri de « Les fauchés chez Fauchon ». Plus d'une centaine de jeunes chômeurs et des membres des jeunesses communistes ont occupé samedi en début d'après-midi la célèbre épicerie de luxe Fauchon, place de la Madeleine. Après s'être servis dans le magasin, les jeunes ont présenté aux vendeuses des bons d'achat factices. J'étais dans l'image. Les jeunes sont venus, chômeurs sont venus occuper ce magasin où on peut trouver des bouteilles de digestifs à 1 200 000 la pièce. Il y a dans ce pays des gens qui n'ont rien, absolument rien pour vivre, pour passer les fêtes, et d'autres qui ont tout, au point que c'en est un luxe insolent. Les manifestants ont été délogés par la police, violemment selon eux. Ouais. Ah oui, violemment, on a pris des coups de matraque. Des magasins, tout rentrait dans l'ordre. Il m'a semblé reconnaître Jacques Perreux, le leader des jeunes communistes de l'époque. Et vous-même, à l'image, vous avez vu? Je crois, je suis avec mes copains, on était ensemble et je les ai reconnus. Donc je devais être derrière avec eux, mais je m'en souviens parfaitement. On dénonçait effectivement cette société à 2 vitesses. Et je me demande si c'est pas moi là qui tourne le dos. Je vois qu'il y a Olivier Marché avec qui je suis là, qui est là au premier rang. Et on est toujours ensemble d'ailleurs. Et donc on dénonçait donc ces magasins pour les riches. Et en même temps une société du chômage qui était en train de grandir. Et c'était insupportable. On dénonçait les emprunts Giscard qui avaient été mis en place, où en gros, en plus, quand on était riche, on pouvait emprunter avec des intérêts derrière qui nous faisaient gagner de l'argent. On a été évacué manu militari par les CRS, on a pris des coups sur la tête, et à la sortie de ce magasin, j'ai été embarqué. Je me suis retrouvé dans un commissariat où j'ai été mis nu, certainement pour m'humilier. Ils m'ont fait mettre à poil. Voilà, ils m'ont laissé à poil, comme ça, pendant un long moment.
Puis après, ils m'ont demandé de me rhabiller. Et puis, dans la nuit, j'ai été libéré. Voilà, je m'en souviens, ça m'a marqué. Avant d'être un homme politique, vous êtes d'abord un paysage, celui de votre vallée. La vallée d'Aspe, elle est dans tous les pores de votre peau, elle vous constitue, elle vous détermine. C'est une vallée des Pyrénées, en Béarn. Votre village s'appelle Lourdios-Icher, 136 âmes aujourd'hui. Et tous les ans, un rituel, la fête de la transhumance, la montée des troupeaux dans les hauteurs. C'est un reportage de 99, on va vous voir avec votre béret, vous êtes déjà le maire de ce village. La transhumance, une activité importante en Béarn. 150 bergers gagnent les estives. Ils représentent environ 450 éleveurs pour un cheptel de près de 70 000 brebis et 1 millier de vaches. Rassemblés à l'entrée du village, les touristes mais aussi les habitants de la vallée sont venus partager l'événement. Les troupeaux sont marqués avant de gagner la montagne. 90% des actifs de Lourdios sont des bergers ou des pasteurs, des transhumants en tout cas. Et nous avons encore 30 exploitations agricoles qui sont occupées, c'est une proportion extraordinaire. Et puis comme vous le voyez, l'ensemble des prairies, des champs sont entretenus, je dirais presque jardinés. Ça a bougé depuis ? Est-ce que ça a changé? Ah, vous me parliez, j'étais en train de me retrouver. Oui, parce que malheureusement, nous avons perdu beaucoup de bras. L'exode a fini par nous atteindre aussi, avec un peu plus de retard qu'ailleurs. Il y a un petit peu plus de ronces et d'arbres qui ont poussé, mais malgré tout, c'est pas mal par rapport au reste du territoire français qui nous ressemble. La première fois que vous apparaissez à la télévision, c'est pour protester. Avec d'autres élèves de l'ENA, vous occupez l'école pour refuser son transfert de Paris à Strasbourg. Nous sommes en 91, vous avez 24 ans. Ils s'y sentent tellement bien dans leur école parisienne de la rue de l'Université qu'ils n'ont plus envie de la quitter, même la nuit. Je ne pense pas qu'un jour j'aurai l'honneur de me coucher sur la moquette de l'amphithéâtre Jean Moulin. Mais s'il s'agissait de démontrer à Mme Cresson que loin d'être coupée la réalité sociale de ce pays, nous pouvions avoir des préoccupations terre à terre. Le grand public nous connaît mal, sinon il saurait qu'on n'est pas des polars en cravate et en Weston, mais qu'on ne nous reconnaît pas quand on nous croise dans la rue. Nous sommes des hommes et des femmes comme tout le monde, comme disait ma camarade, les énarques ont un père et une mère. J'espère que tout le monde en est conscient. C'est tout ce que vous direz ce soir? Oui, oui, je voudrais dormir. Combat perdu. Avec le recul, vous diriez mauvais combat? Notre combat, c'était pour dire que les énarques devaient être formés, non pas en province, mais au plus près des administrations centrales. Ce déménagement à Strasbourg, il était très symbolique. C'était l'idée d'aller mettre en province les hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, l'ENA va être une école de formation de toutes les administrations. Et aujourd'hui, ce campus à Strasbourg, il a trouvé son équilibre. Mais à l'époque, ça nous paraissait assez démagogique comme proposition. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours écouter les jeunes ou qu'ils n'ont pas toujours raison? Ça veut dire que, en fait, c'était vraiment surtout du symbolique et que ça nous paraissait effectivement uniquement symbolique et pas très efficace dans la pratique. D'ailleurs, pendant des années, les énarques ont eu des problèmes à faire venir leurs professeurs jusqu'à Strasbourg parce que les professeurs ne voulaient pas venir. Ouais, et maintenant, l'école a trouvé son équilibre et c'est tant mieux pour elle. La première fois que vous apparaissez à la télévision, c'est en gréviste. Déjà enseignante, gréviste, mobilisée contre la réforme Fillon en 2003 et pour votre future retraite. Je vais partir à la retraite au-delà de 2020, donc il faudra que je cotise jusqu'à 68 ans puisque j'ai commencé à travailler à 26 ans et je partirai avec 38% de mon salaire net. Vous militez depuis l'adolescence, 17, 18 ans? Depuis 18 ans surtout, oui. Et pourquoi avoir choisi Lutte ouvrière?
C'est vrai que moi, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais quand même révoltée par ce que je voyais. J'étais révoltée par les injustices, par la faim dans le monde aussi. Il y avait eu en 86 une famine en Éthiopie. Enfin voilà, je ne me voyais pas ne rien faire. Voilà, tout simplement. Pour moi, ce n'était pas possible d'accepter ça. Je voyais bien que ici, en France, les poubelles regorgeaient, etc. Comment laisser ces enfants, ces femmes mourir de faim? Enfin, je ne comprenais pas. Et donc, ma première impulsion, c'était finalement d'aller vers les associations humanitaires. Et puis au lycée, à Lyon, je suis partie faire un sport-études à Lyon. J'ai rencontré des jeunes qui avaient des idées communistes, qui m'ont fait découvrir donc le manifeste du Parti communiste, qui m'ont fait découvrir les idées révolutionnaires et qui m'ont fait découvrir aussi la force du mouvement ouvrier. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai découvert parce que j'étais moi-même issue d'un milieu plutôt commerçant, agricole, et puis voilà, rural. Et j'ai découvert donc cette force-là qui avait déjà tellement fait pour faire avancer la société. Et donc je me suis... cela m'a convaincue. À l'époque, il y avait le Parti communiste, mais qui venait de gouverner. Qui était pour moi un parti de gouvernement, qui était dans le système. Donc non, moi je cherchais un parti attaché à vraiment changer la société de fond en comble. Ça devait être un parti révolutionnaire et cela a été Lutte ouvrière. La toute première image de vous date de 1981 et c'est un soir de victoire électorale. Vous n'êtes pas encore dans la lumière, mais dans l'ombre d'un candidat dont vous êtes le directeur de cabinet, Claude Germont, le maire socialiste de Massy, qui vient de sortir le communiste Pierre Juquin dans la 3e circonscription de l'Essonne. Vous avez 30 ans. Vers 23h, Claude Germont vient proclamer les voix obtenues dans sa ville. 30 ans. Pas encore de mandat, mais déjà de l'ambition politique? Oui, de l'ambition, si vous voulez, oui. Enfin, j'étais un militant très, très engagé, pour qui le militantisme politique est une raison de vivre. Et il se trouve que je militais avec un homme qui était extrêmement motivant. Il était secrétaire confédéral de la CGT et secrétaire national aux entreprises pour le PS. Et donc, sa manière d'être, son rapport au mouvement ouvrier, était pour moi un repère. Il a été un repère immense dans ma vie. C'est tout à fait évident. Et puis, nous partagions une certitude qui va peut-être vous surprendre. On pensait réellement qu'on allait faire le socialisme. Donc, si vous voulez, les questions du type carrière, poste, c'était pas vraiment le sujet. La première fois que vous apparaissez à la télévision, vous êtes sous-préfet d'Île-de-France et vous devez gérer une situation de crise, le relogement de familles africaines sans abri qui campent sur un terrain vague, le futur site de la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes en 91, vous avez 30 ans. Les premiers expulsés avaient planté leur tente le 13 juin sur un terrain vague de la ville de Paris. C'était vite devenu un village africain, malien, sénégalais et un bras de fer à trois avec la ville de Paris et les pouvoirs publics. Mais l'hiver approche, peu de chauffage, de nombreux enfants manquent d'hygiène malgré l'aide des associations. Et il y a 2 semaines, dans la tente 85, des rats ont même mordu 2 enfants. Alors sans vouloir céder, l'État a voulu chercher à sortir de l'impasse et expérimenter ainsi un système de logement passerelle. Il n'y a pas de primo-logement pour une occupation illicite. Simplement, il y a un devoir d'assistance pour des familles qui sont dans une situation aujourd'hui très douloureuse. À l'avenir, quand il y aura une expulsion, les personnes qui ne trouveront pas de logement pourront aller dans des logements d'insertion provisoire gérés par des associations caritatives, grâce à un nouveau financement de la part de l'État. Le relogement de familles immigrées, c'était par conviction ou par devoir ? Par les deux, enfin par devoir, j'étais serviteur de l'État. Je me souviens très bien, c'était la première intervention. J'étais avec un grand préfet, 2 grands préfets, Christian Philippe et puis Sauter, Christian. C'était Olivier Philippe et Christian Sauter. Et ils étaient tiraillés entre la volonté de ne pas faire passer des familles devant d'autres et puis en même temps de répondre à une situation humanitaire. Ils m'avaient envoyé au feu parce que je crois que personne ne voulait intervenir, alors ils avaient trouvé le petit jeune de service. Donc à la fois par devoir et par conviction. Et par J'étais conviction. serviteur de l'État.
Vous exercez un métier de l'ombre, conseillère technique dans un cabinet ministériel sous le gouvernement de Lionel Jospin. Vous travaillez pour la secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle Nicole Perry. Nous sommes en 1998, vous avez 39 ans. Je crois qu'on est tous conscients ici que les liens entre emploi et formation, entre travail et formation sont tels que le sujet ne peut pas être complètement autonome, même si, et je crois que c'est ça qui est important aussi dans le travail de Nicole, il faut qu'on arrive à redéfinir quand même les finalités propres de la formation. Vous vous souvenez de ce moment, de cette première caméra? Je me souviens de... Pas vraiment, en fait, de ce moment. Je me souviens, bien sûr, j'étais au cabinet de Nicole Perry et de Martine Aubry, hein, puisque c'était le même ministère. Et Nicole Perry est nommée à la formation professionnelle. On n'est pas très nombreux autour d'elle à ce moment-là et je me souviens qu'on est en train d'essayer de définir est-ce qu'il faut faire une réforme, une grande réforme, accompagner. On était aussi dans la loi sur les 35 heures et un peu plus tard, Nicole Perry va devenir aussi secrétaire d'État aux droits des femmes. Mais voilà, je me souviens un peu de moi à cette époque quand même. Tous les hommes politiques ont à peu près les mêmes idées et que tous pensent exactement à peu près ce qu'il faut faire, mais la différence, et là nous devons nous adapter et eux-mêmes doivent s'adapter, c'est que la différence va se faire sur la façon de le faire, c'est-à-dire sur le style, sur le tempérament, sur le courage. La différence, elle se fait sur les remèdes apportés. Excusez-moi, mais la différence, elle peut se faire sur les remèdes apportés à une crise qui existe. Non, parce qu'il y a manière et manière d'apporter ces remèdes. Il y a la manière lente, douce, qui est plutôt prudente, et il y a la manière en forme de rupture. Tout ça ne change pas un iota au chômage. Mais si, ça change beaucoup. Parce que ça dépend comment on le fait. Mais si, ça dépend comment on le fait. Ça dépend pour le moment, je veux dire. Non, mais les 35 heures que même Lionel Jospin, au Parti Socialiste, n'adoptera pas. On en parle. Non, mais quand par exemple on dit réduction des charges sociales, il y a manière et manière de le faire. Voilà, qui paye et comment on le fait. Est-ce qu'on le fait brusquement? Est-ce qu'on le fait en lissant sur 10 ans? C'est pas la même chose. C'est intéressant parce que vous ramenez les politiques à une question de style, à une différence de forme. Vous ne diriez plus ça aujourd'hui. Deux choses. D'abord, à quel point j'étais mal habillé. J'ai un peu honte, rétrospectivement. Première chose. Deuxième chose, nous sommes en 95, vous l'avez dit. Hein. Ouais. Donc nous sommes 3 ans après Maastricht. Après le référendum sur Maastricht, après, si vous voulez, je pense que ce que je dis à l'époque est tout à fait conforme à la réalité. C'est-à-dire qu'à partir de Maastricht, il n'y a plus de vraie différence entre la droite et la gauche. Vous savez, vous connaissez le mot célèbre de Philippe Séguin, la droite et la gauche sont comment il disait, des boutiquiers ou des détaillants qui se fournissent aux mêmes grossistes, l'Europe. Donc ce que j'ai voulu dire là, c'est ça. C'est-à-dire que l'Europe, la construction européenne, Maastricht, les pertes de souveraineté que cela a occasionné, la mondialisation, tout cela fait ressembler les politiques, fait se rapprocher les politiques et que tout est question de forme. Donc effectivement, pourquoi je ne le dirais plus aujourd'hui? Je ne le dirai plus aujourd'hui, non pas parce que c'est faux, puisque sur les politiques économiques, franchement, ça n'a jamais été aussi vrai. Et d'ailleurs, tous les Français ont fini par se rendre compte de cela. Je me rappelle que déjà, dans la campagne de 2002, Jean-Pierre Chevènement disait Josrac, pour dire Jospin et Chirac, c'était la même chose. Donc c'est une réalité qui a petit à petit s'est imposée. On sait bien que François Hollande a été très critiqué à gauche parce qu'il faisait finalement la même politique que la droite. Et la droite a été très critiquée aussi parce qu'elle faisait la même politique que la gauche. Donc je dirais toujours cela, mais en revanche, la nouveauté, et c'est sans doute justement le sens de ma candidature, c'est que je pense que nous sommes sortis de la discussion économique et que nous sommes rentrés dans la discussion identitaire. C'est-à-dire que la question n'est plus, comme depuis l'après-guerre jusqu'aux années 90, comment on répartit la richesse, comment on répartit la croissance, plus ou moins, comment l'État intervient plus ou moins dans l'économie. Bref, on est sorti d'une discussion
économique et sociale. Comprenez-moi bien, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de questions économiques, qu'il n'y a plus de questions sociales. Tout ça existe encore. Mais comme cœur, selon moi, de la vie du pays, c'est la question identitaire qui se pose, la question de la survie de la France, de la question du grand remplacement, toutes ces questions que j'ai posées dans cette présidentielle et qui, pour moi, déterminent le destin de la France dans les décennies à venir.